Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 décembre 2023. Ça passe trop vite tout ça. Comme tous les jours, on fait la revue de presse, évidemment. On regarde un petit peu tout ce qui s'est passé dans notre écosystème. On parle des marchés tradis en premier, après ça on parle de la crypto. Vous voyez, à chaque fois je vous donne les titres, hein, comme ça vous pouvez voir les regarder. Et si vous me suivez jusqu'au bout, vous verrez que vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. En tout cas, tout ce qui est important, mes amis, hein, puisqu'il y a beaucoup de news à faire, évidemment. Et donc on ne peut pas tout voir. Mais je survole le principal, je vous mets les liens dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez approfondir ce que vous voulez. Et le but, c'est que je vous dise aussi un petit peu ce que je pense, et vous pouvez toujours me dire ce que vous pensez un petit peu des situations. Évidemment, on a un BTC 43 200 $, c'est pas mal, hein, et on va parler des familles les plus riches quand même, un petit peu plus tard, justement, en parlant de prix du BTC. Vous allez voir, ça va être intéressant, ça, de voir les familles les plus riches au monde, et on va parler de Binance, de Société Générale, de débat de crypto et des CBDC, comme d'habitude, de BlackRock, et attention, c'est NFT, il pourrait y avoir du changement sur les NFT dans la suite. On va voir ça ensemble en tout cas. On a un marché de la crypto qui suit comme d'habitude le BTC, le grand patron évidemment. Alors là, très mitigé, c'est très intéressant en ce moment. Je passe mon temps à surveiller justement toutes ces cryptos, à voir un peu celles qui performent ou pas, de quelle manière elles travaillent, et évidemment on n'a pas toutes les mêmes. Encore une fois, je me répète là-dessus, on n'a pas toutes les mêmes. Vous voyez, il y en a beaucoup, donc vous devez surveiller vos cryptos, et ensemble on peut voir un petit peu leur comportement. On surveille les perdants, les gagnants, ce qui est en tendance aussi, ce qui plaît aux gens, c'est important un petit peu, mais bon, faut quand même regarder la tendance. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi les gens s'y intéressent, évidemment. C'est pas parce que simplement le prix monte et baisse, sinon là vous allez aller dans le mur, mes amis. Il y a d'autres infos à prendre. On est toujours en période d'espoir, puisque l'espoir c'est quoi? C'est les ETF actuellement, c'est le halving dans quelques temps, donc on est dans une période quand même un petit peu spéciale où on est FOMO. Les ETF nous ont fait être FOMO, mais avant les ETF quand même, depuis FTX, il ne faut pas oublier, depuis qu'on a fait les 15 500, on s'est bien comporté. Moi je dirais même autrement, je dirais que depuis qu'on est tombé au plus bas, quand on était sur les 17 000, je ne sais plus combien, 17 500, tout ça, on avait déjà fait une petite remontée, une petite descente. Après on s'est fait piéger avec FTX, mais le marché tradi faisait pareil, il remontait, puis après il a continué à monter. Eh bien nous on s'est fait piéger encore une fois par FTX, mais on a récupéré ça à ce moment-là, et depuis on monte toujours. Moi c'est cette trajectoire que je vois, avec une trendline qu'on a maintenant passée, les 42 000, comme je vous disais, qu'on a passé, cette zone orange, maintenant il va falloir travailler dessus, c'est ce qu'on est en train de faire, on va le voir sur une autre vidéo. Alors, calendrier économique, encore une fois, nous, si vous êtes là, c'est que vous aimez bien tout, le tradi, la crypto, et même si vous n'aimez que la crypto, c'est pas grave, je vous donne l'essentiel de la tradi, du marché traditionnel, qu'il faut quand même essayer de comprendre. On prend les news les plus importantes, évidemment. Aujourd'hui, on va avoir quelques résultats qui vont faire peut-être bouger un petit peu le marché normalement, donc on va suivre ça de près évidemment. Sinon, dans les news, Hermès, je vous ai dit qu'on avait parlé des grandes fortunes familiales, on va en parler à la fin, mais Hermès se comporte très très bien évidemment. Et puis sinon, voilà, d'autres news qu'on va voir tout de suite, mes amis. Doucement mais sûrement, forte croissance de l'emploi aux États-Unis observée en novembre avec la fin des grèves. La tendance ralentit, on voit ça, et on voit aussi le Nasdaq qui s'est bien comporté, et nous on est toujours un peu confrontés au Nasdaq, puisque certaines entreprises qu'il y a dans le Nasdaq nous intéressent, et on peut être corrélé à certaines choses. En novembre, les emplois non agricoles aux États-Unis ont probablement augmenté de 180 000 grâce notamment au retour de 25 300 membres de syndicats United Auto Workers après les grèves. Toutefois, cette hausse est inférieure à la moyenne mensuelle de 238 000 emplois. En 2022, le taux de chômage devrait rester inchangé de 3,9%, et le salaire horaire moyen est estimé augmenté de 0,3%, portant l'augmentation annuelle de 4%. Cependant, il y a des signes de ralentissement du marché du travail, notamment une offre d'emploi par chômeur réduite à 1,34 en octobre, la plus basse depuis août 2021, et une semaine de travail moyenne réduite à 34,6 heures en janvier, à 34,3 heures en octobre. Voilà, ces chiffres indiquent une reprise partielle du marché du travail américain, mais relèvent également un ralentissement sous-jacent. La Fed
face à ces données, semble peu incline à modifier ses taux d'intérêt actuellement entre 5,25 et 5,50. Ce maintien des taux reflète une tentative d'équilibrer la stimulation économique tout en maîtrisant l'inflation. Ils ont un gros boulot, hein, mes amis. Bien que certains secteurs comme les services signalent toujours une pénurie de main-d'œuvre, la tendance générale montre une modération de la demande de travail et un ralentissement de la croissance salariale. Cette dynamique complexe du marché du travail indique une économie en phase d'ajustement avec une croissance potentielle lente mais stable, mais sans signe immédiat de récession. Donc dans l'immédiat, tout va bien, c'est ce que je vous dis mes amis, tout va bien, la vie est belle, pourvu que ça dure en tout cas. Hein. Et au niveau du Nasdaq, comme je vous ai dit, important, le Nasdaq. Le Nasdaq a enregistré une forte hausse jeudi, propulsée par Alphabet et Advanced Micro Devices, le AMD, suite à un regain d'optimisme concernant l'intelligence artificielle. Et évidemment, on en est toujours au même point. Les actions Alphabet ont augmenté de 5,3% après le lancement d'un nouveau modèle d'IA, tandis que AMD a vu ses actions grimper de près de 10%, anticipant un marché potentiel de 45 milliards de dollars pour ses puces d'IA pour centre des données. Vous voyez, hein, ça c'est aussi pour mes amis la crypto-monnaie, pour vous dire que dans le marché traditionnel, il y a aussi des choses qui montent avec des gros pourcentages. On n'a rien inventé, hein, attention, hein, ça existe aussi dans le marché tradi. La grosse différence entre le marché tradi et la crypto-monnaie, ce qu'il faut savoir pour les traders, c'est que vous avez une chance de faire plus de gains plus souvent sur pas mal d'actifs risqués, mais aussi vous avez la malchance de pouvoir faire beaucoup plus de pertes, beaucoup plus rapidement. Attention, hein, donc encore une fois, on apprend, on comprend et après on peut gagner. Hein. Sinon, si vous faites l'inverse, eh bien, si vous essayez de faire autrement tout au moins, vous allez perdre votre argent. D'autres gens de la technologie tels que Nvidia, Meta Platform, Amazon et Apple ont également connu des hausses significatives. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a lui aussi bondi de 2,8%, marquant une augmentation de 48% depuis le début de 2023, principalement due aux attentes liées à l'IA, l'intelligence artificielle. On a vu que les marchés bougent avec ça. Allez, pas la peine de faire d'autres commentaires là-dessus. On va avancer. Nous, on regarde toujours sur les graphiques. Hein, c'est notre truc de savoir un petit peu comment ça se comporte. Pourquoi je vous ai mis ça en 1 heure. Hein, on redémarre des marchés, même s'il y a certains marchés qui ne démarrent pas aux mêmes heures que nous, etc. etc. Mais, enfin rien, on regarde ça quand même. L'indice du dollar qui remontait en dernière heure est en train de réfléchir. Hein, mais bon, on a eu des remontées, hein, évidemment. Et petite réflexion maintenant, on va voir ce qui va se passer par la suite. L'euro-dollar, vous voyez, hein, les graphiques, vous voyez, c'est très 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 parlant. Hein, puis en une fraction de seconde, vous voyez en heure, en jour, tout ça, le comportement, et on voit ça ensemble, évidemment, on ne va pas passer 3 heures là-dessus ici. Le BTC en 1 heure de temps, petit retracement ici, sinon on grimpait. La 200 toujours en haut, on est sur 1 heure, hein, le gold là en quelques heures, on voit bien qu'il a fait une petite redescente pour après stagner à un certain niveau. Encore une fois, le S&P 500, le Nasdaq, comme je vous ai dit, hein, c'est bien comporté. Hein, le S&P 500, lui, bon, il avait des grandes remontées déjà. Hein, en 1 heure de temps. Maintenant, on va aller voir en journée tout ça, hein, parce qu'en 1 heure de temps, ça peut être traumatisant par rapport à la journée d'hier. Par rapport à la journée d'hier, vous voyez le gold qui descendait depuis X temps, toujours dans le rouge, mais comme je vous disais, en train de se poser des questions. Hein. Le S&P 500, hier, était en descente, aujourd'hui, peut-être qu'il va se reprendre un tout petit peu sur cette journée. Le Nasdaq, lui, en remontada, hein, donc peut-être le S&P 500 va justement resuivre le Nasdaq, évidemment, et contre un terme ici, on est plutôt à la baisse, voilà. Mais notre BTC, eh bien voilà, hein, il se comporte bien si on regarde en journée. On est en train de réfléchir sur cette zone. Il faut repasser, hein, évidemment, ces 44 000 hein, ici. Hein. Il faut les repasser. On a une tendance un peu à fléchir ici, à baisser un peu. On voit ça sur une autre vidéo, évidemment. Le 440, le DAX ce matin, ont monté. Hein. 440, DAX depuis l'ouverture à 9h. Hein. Tous les marchés n'ouvrent pas à la même heure, évidemment. Pour le BTC, c'est un petit peu différent. Pour les crypto-monnaies, c'est un petit peu différent. On travaille à toute heure dessus. Sinon, certains marchés ferment, rouvrent après. C'est un peu plus complexe que ça, hein, parce qu'ils ne font pas tous exactement la même chose. Et on a bien compris que tout ne se situe pas au même endroit dans le monde. Toutes les bourses ne sont pas au même endroit dans le monde, donc on va avoir des horaires différents. Hein. Tout ça, ce sont des choses que vous apprenez tout doucement, que vous intégrez tout doucement. C'est sans aucun problème. Ça paraît embêtant au début, compliqué, mais vous inquiétez pas que vous allez vous y faire. Le CME, justement, hein,
On va faire des effets de levier, des choses comme ça dessus, hein, contre un terme, eh bien vous voyez ici, on est plutôt en train de redescendre, hein. Si on traçait une ligne comme ça au-dessus, rapidement, ici on est au même point, là, ici, même hauteur, après, boum, on est plutôt en train de redescendre, hein, si je le trace en deuxième vitesse, hein. Très très vite, hein, même en quatrième vitesse, hein, mes amis, voilà. Bon, pour l'instant, rien à craindre tant qu'on n'aura pas redépassé ce niveau des 42 700, hein, ce niveau ici, vous voyez qu'on retrace ici, tant qu'on ne l'aura pas redépassé en dessous, bon, on peut venir par ici, remonter, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien grave. Vous voyez, on fait toujours des mouvements, il y a toujours des mouvements de remontée, rebaisse, remontée, rebaisse, remontée, rebaisse. On refait peut-être la même chose là, ou alors on viendra rechercher plus bas. Pourquoi? On a un gap là, important, hein, là-dessus, hein, qu'on peut venir récupérer. Donc les 39 700, on peut venir récupérer tout ça. Allez, on voit ça ensemble plus tard. Le TH par rapport au BTC, bah, toujours pareil, hein. Il suit le grand patron, hein, et même si le TH est quand même puissant, quelque chose de puissant, de plus en plus puissant évidemment, mais c'est quand le grand patron, c'est le BTC, en tout cas c'est ce que je pense, et là on va partir peut-être sur une petite redescente aussi, hein, avec des bougies comme ça, on verra ça dans la journée, ce qui va se passer évidemment. Allez, un groupe bipartisan de sénateurs présente un projet de loi visant à étendre les pouvoirs de sanction du département. Excusez-moi, je lisais un message en même temps. Ouais, je reviens, je suis là. Ne partez pas, je suis là, mes amis. Un groupe bipartisan de sénateurs présente un projet de loi visant à étendre les pouvoirs de sanction du département Trésor et a fourni davantage de ressources pour lutter contre les cryptographies. Donc, ce groupe a présenté un projet de loi bipartite visant à étendre les pouvoirs de sanction du département du Trésor contre le financement du terrorisme. Toujours la même chose, notamment en ciblant le Hamas et en renforçant la régulation de la crypto-monnaie. Les sénateurs Mark Warner, Mike Rounce, Jack Reed et Mitt Romney propose d'étendre l'autorité du département du Trésor au-delà de la loi de 2015 axée sur le Hezbollah, permettant de sanctionner les institutions financières et les entreprises de crypto-monnaies qui facilitent sciemment les transactions de groupes terroristes. Bon, là-dessus, on ne peut pas dire grand-chose, hein. On ne va pas laisser faire les groupes terroristes et pouvoir se financer comme ils le désirent. Évidemment, hein, cette initiative fait suite aux inquiétudes grandissantes concernant l'utilisation de la crypto-monnaie pour financer les activités terroristes, notamment celle du Hamas après ses attaques contre Israël en octobre. Mais est-ce que tout ça, ça ne leur permet pas de pouvoir encore plus mettre pression sur la crypto? Évidemment, le projet de loi inclut également des dispositifs pour lutter contre le blanchiment d'argent via les actifs numériques. Vous voyez ce que je veux dire? Une préoccupation soutenue par d'autres sénateurs, y compris Elizabeth Warren, qui a interrogé les dirigeants de grandes banques sur la nécessité de réguler les cryptos selon les mêmes standards anti-blanchiment d'argent que les institutions bancaires traditionnelles. Bon, ça, on peut pas se dire que bon, ça existe dans le monde traditionnel. On combat le blanchiment d'argent, tout ça, on ne peut pas dire que nous, on doit être contre ça, on ne peut pas dire ce genre de choses, attention, hein. Mais le problème, c'est que ce combat, ils en profitent pour dire beaucoup de mal dans notre écosystème et exagérer un peu les choses, parce qu'on n'oublie pas que nous, avec les blockchains, la manière dont la transaction d'argent peut se faire, qu'ils ont un contrôle, il peut y avoir un contrôle dessus quand même très important, hein. Donc allez, à suivre de tout ça, on en reparle à longueur de temps, donc on ne va pas rester trop longtemps dessus. Le débat présidentiel républicain voit les candidats discuter de SBF, Binance, CBDC et Gary Gensler. Voilà ce qu'on nous dit dans ces articles de The Block, hein. Voilà, bon, Vivek Ramaswamy, un candidat à la présidentielle, a été interrogé sur son plan de cryptographie qui vise à garantir la liberté économique tout en abordant le risque de fraude et d'abus par des entités telles que le Hamas. Ce débat intervient après la reconnaissance de culpabilité de l'ancien PDG Binance, Chandan Sao, pour des violations liées au blanchiment d'argent et à la condamnation de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour fraude. FTX, on va l'avoir sur la tête pendant longtemps, mes amis. Alors maintenant, on a Binance qui est accusé aussi, mais grosse différence en société, une qui s'est effondrée totalement et l'autre qui est toujours en place, hein, quand même. Il y a une grosse différence, hein. L'erreur de Binance, c'est de ne pas s'être mis en conformité dès le départ, hein, mais il ne savait pas qu'il allait exploser comme ça et devenir un champion du monde, et maintenant il doit regretter, hein. Les candidats présidentiels ont débattu sur la réglementation de la crypto-monnaie, notamment avec les critiques de Ramaswamy envers Gary Gensler, président de la SEC, pour son approche de la réglementation, dont alors, Ron DeSantis, un autre candidat, a également abordé les préoccupations sur les CBDC, exprimant son opposition en termes de protection de la vie privée. Et oui, ces débats mettent en évidence la complexité croissante du paysage réglementaire de la crypto aux États-Unis
Les candidats reconnaissent le potentiel de la technologie blockchain tout en soulignant la nécessité de réguler efficacement pour prévenir des abus. Bon, bah ça, on va être d'accord avec ça. On le sait que c'est un gros problème dans l'écosystème, hein, ce que je dis entre les piratages, les problèmes informatiques, etc. On a quelques soucis qu'il faut régler tout doucement si on veut l'adoption. Bon, c'est bien de voir que maintenant, dans la tradi, on a des gens qui nous soutiennent, qui soutiennent la crypto-monnaie, qui ont compris le fonctionnement de ceci, et voilà, donc ça c'est pas mal, hein. Mais on aura toujours des partisans du contre, voilà, c'est tout, hein. Alors BlackRock envisage que le BTC soit requalifié en tant que sécurité. Les ETF Bitcoin en danger, mes amis, peut-être, on ne sait jamais, on ne sait jamais, hein. Un géant mondial de la gestion d'actifs, qu'on connaît tous maintenant, a soumis une mise à jour de sa demande de ETF Bitcoin Spot à la SEC. Et des États-Unis, évidemment, évoquant la possibilité que le Bitcoin soit reclassé comme une sécurité titre financier plutôt qu'une commodity matière première. Cette perspective pourrait avoir des conséquences majeures sur le marché du Bitcoin, notamment en rendant sa négociation plus complexe et en impactant négativement sa valeur et la capacité de revente de l'ETF. Un repositionnement du Bitcoin comme une sécurité impliquerait l'inscription de la crypto-monnaie, la conformité des plateformes et des réglementations plus strictes et l'adoption des acteurs et des lois plus rigoureuses sur le titre financier. Si le Bitcoin était reclassifié comme une sécurité, croyez-moi, cela représenterait un changement radical dans le traitement réglementaire des crypto-monnaies, mes amis. Cette reclassification pourrait limiter l'accessibilité du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en les soumettant à des réglementations plus strictes et à des exigences de conformité supplémentaires. C'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment, hein. Croyez-moi. Pourquoi ça dure comme ça? Pourquoi c'est repoussé? Parce qu'ils essayent de trouver au niveau de la loi toutes les possibilités de pouvoir nuire au BTC, mes amis, hein. Cette situation pourrait entraîner une baisse de la valeur du Bitcoin en raison de la complexité accrue des transactions et d'une possible diminution de la liquidité du marché, hein. N'oubliez pas ça, on va rester prudent dans les médias, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Même s'il y a une grosse hausse et tout, eh bien, tant mieux, on en profite, mais on fait attention à ces portefeuilles parce que vous risquez de souffrir. En outre, la mention de BlackRock dans cette demande d'ETF de cette possibilité pourrait indiquer une anticipation d'un potentiel rejet de la demande de la SEC, reflétant ainsi les vues du président de la SEC, Gary Gensler, sur les crypto-monnaies. Évidemment, ce développement soulève des questions importantes sur l'avenir de la réglementation des cryptos et leur classification en tant qu'actifs financiers, puisque c'est pas terminé ce combat-là. On oublie un petit peu, on passe un peu à côté. Maintenant, on est tellement faux, on se dit ouais, les ETF vont arriver. Attention, je pense au moins aussi, comme tout le monde, hein, je pense qu'ils vont arriver. Mais si ça a été repoussé, c'est pour vraiment bien les cadrer et peut-être leur nuire un petit peu quand même, mes amis, hein. En tout cas, à suivre, Binance retire sa candidature pour gérer les fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Voilà, bon, le plus grande bourse de crypto au monde, hein. Binance a décidé de retirer sa demande de licence pour exploiter un fonds de placement collectif à Abu Dhabi. Voilà, pour exploiter ce fonds, la demande d'exposer en novembre dernier par BV Investissement Manager, l'entité de Binance aux Émirats Arabes Unis, a été retirée le 7 novembre. Voilà, selon un porte-parole de Binance, cette décision n'est pas liée à l'accord récent de la société avec le gouvernement sur les violations présumées des règles de blanchiment d'argent. En novembre, Binance et son ancien PDG, Blanchen Sao, ont plaidé coupable à des accusations aux États-Unis, on connaît tout ça, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars et la démission de Zhao. Binance avait obtenu une autorisation de service financier à Abu Dhabi il y a un an, lui permettant de fournir des services de garde crypto sous certaines conditions. Le retrait de la demande de licence à Binance à Abu Dhabi souligne des défis réglementaires auxquels sont confrontées les grandes bourses de crypto-monnaies dans un paysage mondial en évolution. Cette décision, bien que déclarée non liée aux programmes réglementaires aux États-Unis, ce qu'ils disent survient dans un contexte de surveillance accrue des activités de Binance. Évidemment, l'ampleur de l'amende imposée à Binance et les changements de direction imposés par les régulateurs américains montrent une volonté croissante de réguler et de contrôler l'industrie de la crypto-monnaie. Cette évolution pourrait inciter d'autres entreprises de crypto à réévaluer leur stratégie d'expansion et leur demande de licence dans différents territoires en mettant davantage l'accent sur la conformité réglementaire et la transparence. Évidemment que les temps ont changé, là, mes amis. Il y a quelques temps, toutes les sociétés faisaient comme elles voulaient. Elles allaient se monter dans des endroits un peu bizarres, certaines, paradis fiscaux, etc., etc. D'autres après, maintenant, on a bien compris, Dubaï, etc., encore dans des endroits qui sont un peu cool. Et puis maintenant, ils commencent à réfléchir un peu pour tout ça. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit il y a déjà très longtemps, que les endroits très très cool, attention, les endroits très cool sont cool pendant un temps.
temps. Et à un moment donné, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est amener un maximum de gens chez eux. Et ils veulent, une fois que les sociétés sont sur place, bien implantées, après ils leur demandent de se mettre en conformité, évidemment. Et une loi, ça se change à longueur de temps, hein. Attention, mes amis, à tout ça. Évidemment, donc nous, on doit prendre ces éléments en considération. Zhao ne veut pas retourner aux Émirats Arabes Unis avant la condamnation. Ne peut pas, c'est pas qu'il veut pas, il voudrait bien lui, hein, ne peut pas retourner aux Émirats Arabes Unis avant la condamnation. Donc on verra bien ça aussi, hein, pareil. Hein. Et c'est l'histoire de CZ, on verra bien. CZ, donc on le suit à longueur de temps, évidemment. Hein. Et la Société Générale, alors, bon ça on en a déjà parlé une fraction de seconde, on va faire une petite couche là-dessus, parce que c'est pas mal. Société Générale Forge a annoncé un partenariat avec le market marker français Flowdesk pour optimiser la liquidité de son stablecoin EURC V adopté à l'euro. Ce partenariat vise à faciliter les échanges sur les paires de trading entre l'euro CV, hein, l'URCV et l'euro, ainsi qu'avec la stablecoin USDT, principalement sur la plateforme Bitstamp, avant de s'étendre à d'autres échanges. Hein. Bon, ce partenariat entre la Société Générale Forge et Flowdesk représente une évolution notable dans le domaine des stablecoins et des actifs numériques, en particulier pour les investisseurs institutionnels. En choisissant Flowdesk, une société reconnue pour son expertise en tant que prestataire de services sur les actifs numériques, PSAN, la Société Générale Forge, SG Forge, souligne son engagement envers une approche régulée et sécurisée des actifs numériques. Ce partenariat pourrait également marquer un pas vers une intégration plus poussée de la blockchain et des crypto-monnaies dans les services financiers traditionnels, offrant de nouvelles possibilités pour le trading et l'investissement institutionnel dans l'espace des actifs numériques. Il sera intéressant de suivre cette évolution, évidemment, et l'évolution de leur CV, hein, l'euro CV, leur CV. Donc on verra bien tout ça, ce stablecoin, on va le suivre, on verra bien. En tout cas, bon, c'est bien que des grosses sociétés comme ça. J'étais en train de lire en plus autre chose que j'avais écrit, mais sans importance. Ces grosses sociétés qui rentrent maintenant dedans. Maintenant, on parle de stablecoin, évidemment, on a bien compris, hein, contrôlé par les sociétés, contrôlé par les banques, contrôlé par les États, contrôlé par tout ce que vous voulez au monde. Donc, on est loin de la DeFi, donc c'est deux mondes différents, mais on doit se tenir au courant de tout ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas oublier que dans quelques années, eh bien, il n'y aura que de la monnaie numérique, et on n'aura que de la monnaie numérique partout, hein. Il n'y aura plus de papier, il n'y aura plus tout ça, hein. Donc, vous devez être au courant de tout ce qui se passe comme ça. Et allez, une petite news marrante, les familles les plus riches du monde se sont enrichies de 1500 milliards de dollars depuis le dernier classement. Un truc de fou, hein, quand même. Plus on est riche, et souvent plus on est pauvre, voilà. C'est un peu con ce que je dis, mais c'est comme ça et c'est un peu triste, hein. La maison Nayan d'Abu Dhabi a pris la première place dans le classement annuel des fortunes familiales de Bloomberg, avec une fortune estimée à 305 milliards de dollars, surpassant ainsi la famille Balton de Vama X de 45 milliards de dollars. La famille royale du Qatar, les El Tanis, figure également parmi les nouveaux entrants, se classant 5e. Voilà, les fortunes pétrolières du Golfe jouent un rôle croissant dans le commerce mondial, avec une influence financière évidemment et souveraine significative. Cette année, les familles les plus riches du monde ont augmenté leur richesse de 1500 milliards de dollars, avec d'autres changements notables comme la dynastie derrière Hermès, hein, qui est devenue la troisième plus riche. Ces familles ont prospéré grâce à leur cohésion et à une vision à long terme, surmontant des défis tels que les guerres, les réceptions et les impôts, hein. Voilà. L'ascension à la maison Nayan en tant que famille la plus riche du monde marque un changement significatif dans la répartition de la richesse mondiale, mettant en évidence l'importance croissante des fortunes pétrolières et de la région du Golfe dans l'économie mondiale. Évidemment, la réussite souligne la capacité de cette dynastie à utiliser à la fois leur puissance financière personnelle et souveraine pour étendre leur influence. Cette tendance reflète également un changement dans les stratégies d'investissement et de préservation de la richesse, où les familles les plus riches s'éloignent des gains à court terme pour se concentrer sur la durabilité et la croissance à long terme. Évidemment, le sujet de la maison Hermès illustre également l'importance de la sélection familiale, de la fidélité des consommateurs dans la création et le maintien de la richesse sur les
plusieurs générations. Ces développements indiquent une évolution dans la manière dont la richesse est générée et conservée, mettant l'accent sur la stabilité, la diversification et une vision à long terme. Voilà, tout le monde a le droit à tout. Évidemment que quand on est très riche, le long terme, c'est important, hein, puisqu'on ne joue pas sur une semaine. Là, je vais vous faire passer, je vous passe cet article que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de le voir autrement. Donc, c'était intéressant. Je vais vous le passer doucement. Je vous en ai fait justement ce commentaire-là que vous voyez ici. Hein. Et puis, sinon, après, voilà, vous avez la liste des familles que je vous mets comme ci, comme ça, vous regarderez ça gentiment, vous aurez tout ça, c'est intéressant de voir un petit peu, de suivre un petit peu tout ça. Hein. En troisième, on a Hermès, hein, c'est pas mal, hein, ils ont bien progressé. Hein. Et sinon, c'est intéressant aussi de voir, on a le luxe, le pétrole évidemment important, après le luxe, après confiserie, soins pour animaux, vous voyez, plus grosse richesse. Après industriel évidemment, hein, Altani connu déjà hein, évidemment. Et puis voilà, industriel toujours, sixième position, industriel, on a bien compris tout ça, Ambani industriel aussi, produits de luxe, voilà, en neuvième position, on revient aux produits de luxe. Hein. Ici, les médias, dixième position, voilà, industriel, tout le temps, on a bien compris que l'industriel, c'est très important. Et voilà. Médicaments, 13e position. L'automobile, ça devient tard, hein. 14e position quand même, l'automobile. Voilà. Vente au détail, Albrecht. Voilà mes amis, ça vous donne quelques petites... les hôtels, tiens. Ouais. Médicaments encore. Et voilà, breuvage. Finance. C'est quand même très tard, hein, 19e position. Et logiciel aéronautique Dassault, hein, très connu évidemment. Et communication automobile. Voilà mes amis, c'était juste comme ça pour que vous puissiez regarder ce vente au détail. Voilà, Mullier, très connu évidemment. Et Ferrero, confiserie encore, ça marche ça, hein, confiserie, et voilà. Vous pouvez regarder ça, hein, vous avez les noms, tout ça, et vous regardez sur Google, vous allez les trouver, c'est intéressant, hein. On voit que l'industrie domine hein, d'une manière ou d'une autre, hein, évidemment, et puis les breuvages, bon, médicaments, un peu fortes quand même, effectivement, mais l'automobile, un peu tard, hein, par rapport comment ce qui me surprenait au départ, c'était ça, moi, un petit peu. Hein. C'était, voilà, pas le 1, pas le 2, pas le 3. Hermès, bon, pas mal, mais confiserie, soins pour animaux. Hein, 4e, fortune. Bon, extraordinaire. Allez, voilà, mes amis, à bientôt. Soyez prudents, faites attention. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, évidemment. Pensez à cliquer sur le pouce, à liker, ça nous fait toujours plaisir. Et mettre des commentaires si vous en avez envie. Et sinon, à bientôt. Faites attention à vous surtout. Soyez prudents, c'est la meilleure des choses d'avancer dans la vie. Bye bye, ciao, bye.